Ok, messieurs, donc on a vu la dernière fois qu'il y a une mitzvah en fin de 7e année de la Torah à l'époque, aujourd'hui des Rabbanan, que toutes les créances disparaissent. Qu'on veuille ou pas, c'est un décret du roi, et donc toute créance qu'on a envers des juifs disparaissent. Tout ce dont je parle a lieu qu'en juif et juif. Si un des côtés n'est pas juif, tout cela n'a pas lieu d'être. Hillel Azaken, il y a 2030 ans, a fait une takana, une sorte de décret, qu'on appelle prosboul, littéralement contrat concernant les riches, pour éviter que les riches fassent un interdit. Dans la Torah, il est marqué « Fais attention de ne pas nourrir une mauvaise pensée. Voyant que la 7e année se rapproche, tu ne prêteras pas aux gens, aux emprunteurs, aux gens qui viendront, aux pauvres qui viendront te demander de l'argent. Celui qui, prévoyant que bientôt la 7e année va arriver et donc les dettes vont être annulées, les créances vont être annulées, ne veut pas prêter. Il transgresse un interdit de la Torah. Pour éviter cela, Hillel a fait un décret qui s'appelle prosboul. Qu'est-ce que le prosboul? C'est un contrat écrit, un témoignage. 2 personnes témoignent que M. Untel est venu vers nous et nous a dit « Toutes les créances que j'ai, je les transmets au tribunal rabbinique, au Beddin. » Par le fait de dire cela devant 2 témoins, de façon virtuelle. Je répète, je vais le dire souvent, que j'en comprenne bien, il est inutile d'aller devant le Beddin. Le Beddin ne sait même pas ce qui s'est passé, il ne faut même pas leur annoncer cela. Il suffit qu'on ait fait devant 2 témoins. Le fait que j'ai dit devant 2 témoins que je transmets toutes mes créances au Beddin font que, lorsque la 7e année finit, les créances ne disparaissent pas, elles continuent. Donc, sachant que mes créances ne vont pas disparaître, je vais prêter aux gens. Et comme ça, donc, on évite de transgresser l'interdit, et tout cela continue comme il se doit. En quoi consiste le prosboul? J'ai expliqué. Maintenant, il y a quelques lois qui concernent le prosboul. Avec cela, on finira ce cours-là. Le prosboul peut être écrit en toute langue. Le prosboul peut être écrit d'un pays à l'autre. Ça veut dire, si par exemple, moi j'habite en Amérique, et je veux maintenant transmettre toutes mes dettes au tribunal rabbinique qui est ici à Jérusalem, ou vice-versa, ou à Honolulu, ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas que ce soit forcément le Beddin de ma ville. Par contre, il faut que ce soit un Beddin, donc un tribunal rabbinique, pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim d'abord, n'importe quel Beddin, 3 personnes qui savent étudier, qui savent lire une page de Gemara, qui sont cachères, ça va. Ils se mettent les 3 ensemble, ils forment un Beddin. D'après les Sfaradim, non. Il faut un Beddin puissant, qui soit un Beddin, on va dire, principal dans une ville, reconnu comme étant vraiment un des Beddin importants qu'il y a dans la ville, si pas le plus important. Donc nous mettrons sur Internet au moins 1 ou 2, 3 Beddin, et chacun choisira. Et ici, par exemple, on a un contrat du Beddin de Rav Ovadia Yosef. Alors c'est marqué très clairement, je vous donne la traduction même en français. Nous sous-signés, monsieur Untel et Untel, témoignons, donc ce sont les 2 témoins. Donc c'est eux qui écrivent le témoignage. Nous, sous-signés, monsieur Untel et monsieur Untel, Moshe et Yehuda, témoignons que monsieur, on va dire Yaakov c'est le type qui veut maintenant faire le prosboul, que monsieur Yaakov a comparé devant nous et nous a dit, soyez témoins que je transmets toutes mes créances au tribunal rabbinique constitué par monsieur le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Amar et le Rav Binyamin Levi. De façon à ce que je puisse me faire rembourser ces créances, afin que je puisse me les faire rembourser à tout moment. Et je concède, et c'est une partie aussi dont je vais parler, et je concède une parcelle de mes terrains à mes emprunteurs qui n'en possèdent pas. Ça, c'est encore un point supplémentaire. Bon, il faut mettre la date, et les 2 témoins signent, terminé. Pas besoin d'aller au Beddin, pas besoin... il faut que ce soit des témoins cachers. Donc, témoins cachers, des gens qui sont pratiquants, des hommes pratiquants, et si possible que les témoins ne soient pas familles avec... Donc Moshe et Yehuda, dans ce cas-là, les 2 témoins ne sont pas familles ni entre eux, ni avec Yaakov, ni avec celui qui fait le prosboul.
En cas de force majeure, tu évalues Rosh Hashanah, plus de 5 minutes, t'as plus personne, t'as que la famille qui est venue maintenant pour Rosh Hashanah, t'as ton cousin et ton frère. Bon, ça peut aller aussi. C'est pas génial, mais ça va aussi, c'est mieux que rien. De même aussi, si possible, le tribunal rabbinique ne sera pas famille. Celui qui est famille avec le tribunal rabbinique, une des 3 personnes que j'ai mentionnées ici, ou d'autres qui sont d'autres tribunaux rabbiniques importants, mieux vaut passer par un autre tribunal, mieux vaut que le tribunal ne soit pas famille avec celui qui fait le prosboul. Mais comme je l'ai dit, je répète, pas besoin d'aller voir le Beddin, pas besoin d'être proche d'eux, tu prends les 2 témoins, tu fais ça chez toi à la maison, terminé, et cela est valable. Alors pourquoi un terrain? À la fin du prosboul, c'est marqué ici, et je concède une parcelle de mes terrains à tous mes emprunteurs qui n'en ont pas. Pour plusieurs raisons, dont une des raisons, je vous cite, les autres sont un peu plus compliquées, une des raisons que le prosboul ne peut se faire, n'est valable qu'en ce qui concerne des créances envers des emprunteurs qui ont un terrain. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu, un pauvre, est venu te demander de l'argent. Tu n'aurais pas 100 balles à me prêter. Allez, je te prête 100 balles. Donc lui, c'est un type vraiment un pauvre. Il a pas, c'est un clochard, il habite nulle part, même pas sous les ponts, d'accord? Il a SDF. Et maintenant tu viens au Beddin faire, on avait dit que pourquoi lorsque tu transmets les créances au Beddin, alors ça marche. Pourquoi est-ce que la fin de 7e année, elle n'annule pas les créances? Parce qu'on dit que le Beddin, il a le pouvoir d'aller prendre l'argent, se faire rembourser. Le Beddin, c'est un pouvoir exécutif qui peut aller et prendre l'argent de tous les pauvres. Donc, du moment que j'ai remis mes créances au Beddin, c'est comme si c'était déjà, virtuellement, c'est déjà remboursé. Je sais que le Beddin, eux, ils n'ont pas de problème. C'est comme si ils m'ont déjà remboursé. Le Beddin, il est extrêmement efficace, donc c'est comme si tous les emprunteurs ont déjà remboursé. Pourquoi? Parce que si le Beddin va voir quelqu'un, et ce quelqu'un-là dit je vous paye pas, le Beddin lui prend de ses biens. Quels biens? Les biens qu'il a. D'habitude, l'endroit où Beddin va prendre le remboursement, c'est du terrain. Parce qu'il se peut que personne il a rien. Il n'a plus rien, mais d'habitude il a encore un petit terrain qui se balade par-ci par-là, un endroit où il habite. Alors on va lui prendre cet endroit-là. C'est pour cela que le prosboul ne fonctionnera qu'avec des emprunteurs qui ont une parcelle de terrain. Parce qu'il faut que le Beddin puisse aller se faire rembourser, d'où du terrain. Vous me direz, qu'est-ce qu'on fait maintenant si l'emprunteur n'a pas de terrain? D'abord, c'est très rare. Il ne faut pas d'abord être propriétaire d'un terrain. Même quelqu'un qui loue un appartement, c'est considéré qu'il a un terrain. Et les poskim, le Rav Shlomo Zalman Auerbach et d'autres grands décisionnaires d'aujourd'hui disent, même si quelqu'un maintenant il n'a aucun terrain, il loue aucun terrain, c'est un barou yeshiva. Il a 17 ans, et à la yeshiva, mais à la yeshiva il a un lit. Ça lui appartient quelque part, c'est destiné à lui. Quelqu'un vient dormir dans son lit, pourquoi tu dors dans mon lit? Il va dire comme ça. Donc il a un terrain. Il faut vraiment être le clochard qui n'a même pas un pont fixe dans lequel il dort, d'accord, pour être considéré comme quelqu'un qui n'a pas de terrain. Mais en cas où il s'avérerait qu'il y a un emprunteur à qui j'ai prêté, qui n'a aucun terrain, alors on rajoute une clause dans le prosboul et on dit, je concède une parcelle de mes terrains. Moi j'ai un terrain. Quelle parcelle? J'ai un petit bout comme ça, 10 cm sous 10 cm derrière le frigo, d'accord? Un terrain de mon choix. Je concède une parcelle de mes terrains à mes emprunteurs qui n'en possèdent pas. Comme ça, quand moi, devant 2 personnes, 2 témoins, je signe que je concède une partie de mes terrains à mes emprunteurs qui n'en ont pas, automatiquement, que le type veuille ou il veuille pas, on a une loi dans la Torah qui s'appelle Zachin Adam Shelo Befanav. On peut faire un cadeau à quelqu'un sans qu'il soit là. Je ne peux pas prendre de l'argent à quelqu'un sans qu'il soit là. Je ne peux pas maintenant, devant 2 témoins, X me doit de l'argent, voilà, maintenant vous reconnaissez qu'il me doit de l'argent, et hop, tout à coup, automatiquement, cet argent m'appartient. Non. Par contre, je peux faire un cadeau à quelqu'un. Zachin, ça veut dire on fait du bien à quelqu'un. Je peux faire maintenant un acte bénéficiaire à quelqu'un sans qu'il soit d'accord, sans qu'il veuille, sans qu'il soit au courant, rien du tout. Je prends 2 témoins maintenant, voilà, ici il y a un portable, on va dire il m'appartient. Toi, vous 2 vous êtes témoins maintenant, voilà, je fais un acte d'acquisition, je te donne. Lorsque tu prends ce portable-là, tu le prends dans ta main, c'est un acte d'acquisition. Ce portable devient la propriété de X un tel. Automatiquement, le portable devient la propriété de X un tel. Donc je peux moi maintenant aller donner en cadeau un terrain à quelqu'un, parce que je lui fais un cadeau. Tout à coup, il devient propriétaire. Vous me direz,
Mais c'est un cadeau empoisonné, parce que lui me veut 10 000 balles, et maintenant je lui donne un petit 10 centimes qui a derrière mon frigo, que ça vaut rien du tout, et hop, maintenant il est obligé de me rendre les 10 000 balles. Eh ben oui, comme ça c'est. Il y a un RAN très précis, qui dit très précisément que même si on fait un cadeau à quelqu'un, et par ricochet, le fait qu'il ait ce cadeau maintenant, lui devient perdant dans l'histoire, ça fait rien. La loi de Sachin Badam qu'on peut faire un cadeau à quelqu'un sans qu'il soit d'accord, sans sa présence, c'est valable dans tous les cas. Même, tu peux lui donner un pot. Un pot avec une plante, du moment qu'il y a un trou, il faut que ce soit relié à la terre. Alors, du moment qu'il y a un trou où il y a une relation optique, d'accord, un contact optique entre la terre du pot et la terre ferme, donc il faut qu'il y ait un trou sous le pot, c'est considéré que ce pot-là t'appartient. Raconte-moi une histoire qu'a l'année passée, quelqu'un, il avait pas de terrain du tout, il devait de l'argent à des autres, et tu vas dire, je te fais un pouce-boule, et voilà, je te donne un cadeau maintenant, le pot de terre qu'il y a dans mon jardin, avec la petite plante là-bas. Ok. Le truc est venu en douce après que le pouce-boule a été fait, et il a mis une assiette sous le pot de terre. C'est-à-dire que le contact optique était cassé. Donc, dans ce cas, il n'y a plus de terrain, et le pouce-boule n'était pas valable. Bon, c'est une histoire qu'on raconte. Donc, le mieux, c'est de donner, tu concèdes la partie qui est derrière ton frigo, derrière ton four, la personne ne va jamais y aller, c'est pas trop propre non plus là-bas d'habitude. Donc, pas de problème. Comme ça, on peut faire le pouce-boule. Est-ce que le pouce-boule doit se faire en double? Absolument pas. Le pouce-boule ne se fait pas en double. Tu le prends, tu le gardes chez toi, terminé. C'est bien de le garder. Si jamais c'est bien de le garder au moins jusqu'à Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, même s'il est détruit, aucun problème. Parce qu'on a une loi qui dit, quelqu'un qui dit, toi tu viens maintenant, après Rosh Hashanah, tu dis, voilà, X, un tel, je t'attends un procès, tu me dois 10 000 $. Lui vient au procès et il dit, ok, 10 000 $, mais la 7e année est passée, donc la dette était annulée. Toi tu dis, j'ai fait un pouce-boule. Le Bedin te dit, est-ce que tu as le pouce-boule? Tu dis, je l'avais, mais je l'ai perdu. On te croit. Quelqu'un qui dit, j'ai fait un pouce-boule et je l'ai perdu, on le croit. Plus que cela. C'est un type ignorant, il ne sait pas ce que c'est, rien du tout. Et il va faire un procès à l'emprunteur, rends-moi mes 10 000 $. L'emprunteur dit, c'est vrai qu'il m'a prêté 10 000 $, mais en attendant, la 7e année est passée, donc le prêt est annulé. Qu'est-ce que tu as à dire? C'est vrai ce qu'il dit. La 7e année est annulée. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors le Bedin le Bedin doit aller dire au type, dis-moi, est-ce que tu as fait un pouce-boule qui annule l'annulation des dettes en fin d'année? On lui met l'argument dans la bouche. Et lui-même, s'il m'en dit, oui, je l'ai fait, on le croit. On le croit. Maintenant, même si le pouce-boule a été détruit avant Rosh Hashanah, tu fais le pouce-boule, et tu le prends, tu le déchires directement dans la poubelle, ça va aussi. Pourquoi? Parce que tu peux toujours dire, j'ai fait un pouce-boule, et je l'ai perdu. Pourquoi ça nous sert les dîmes? Pardon? Les dîmes. Il faut le faire vraiment. D'accord, alors les dîmes, Comment? Tu peux amener les dîmes au Bedin. Attends, ils ne sont pas là, ils sont partis à Honolulu. Même pas besoin. Si tu dis, quelqu'un qui a dit, j'ai fait un pouce-boule, on le croit. On avait dit qu'il y a une loi de Zachin, la dame Shalom Befanav, qu'on peut donner un cadeau à quelqu'un sans qu'il soit au courant. Toi, tu as un oncle. C'est un ignare, non religieux. Donc tu sais que lui, il a de l'argent, il prête aux gens. Donc tu veux le sauver. Toi, tu ne veux pas qu'il aille transgresser l'interdit, d'aller après faire des créances chez des emprunteurs juifs. Il n'a pas le droit s'il n'a pas fait le pouce-boule. Tu peux, sans le mettre au courant, il s'appelle Moshe Cohen, ton oncle, d'accord? Alors toi, tu viens devant deux témoins, et tu dis, devant des témoins, soyez témoins, comme quoi, Monsieur Moshe Cohen transmet toutes ses créances au tribunal rabbinique X, de façon à ce qu'il puisse se faire rembourser quand il voudra, à tout moment. Lui, il n'est même pas au courant. Eh bien, Zachin la dame, on peut faire un cadeau à quelqu'un, tu lui as fait un cadeau. Moi, j'ai réfléchi à ça, je vais prendre toute la liste de ma famille, là, ils sont grands, avec les cousins, tout ça, tout ce qui sont non religieux, binader, si j'aurais le temps de faire tout ça, et tu leur fais à tout le monde, tac, devant deux témoins, ils sont même pas au courant, mais au moins, ils ne transgressent pas un interdit. C'est certain. Si quelqu'un maintenant, au Beddin, ignore, il ne sait même pas de quoi on parle, et tout à coup, toi, tu viens, tu l'as fait vraiment un pouce-boule, tu dis, écoutez, objection, moi, j'ai fait un pouce-boule pour lui, aucun problème, on te croit, il n'y a aucun problème. Tous les prêts
qui ont été faits après que le brousse-boule a été écrit ne sont pas concernés par le brousse-boule. Si quelqu'un maintenant, il fait aujourd'hui le brousse-boule, et demain, il va prêter de l'argent à quelqu'un, et je vous rappelle que la date d'échéance du prêt doit être avant Rosh Hashanah, sinon ce n'est pas concerné par l'annulation. Que les prêts dont l'échéance a eu lieu avant Rosh Hashanah sont annulés par Rosh Hashanah de fin 7e année. Les prêts dont l'échéance aura lieu après Rosh Hashanah ne sont pas annulés par la 7e année. Donc maintenant, 21 septembre, tu as fait un brousse-boule. 22 septembre, tu as prêté de l'argent, tu as dit au type, tu me rends avant Rosh Hashanah. Via Rosh Hashanah, le type t'a pas rendu, le prêt est annulé. Pourquoi? Parce que le prêt a eu lieu après le brousse-boule, après la rédaction du brousse-boule, le témoignage du brousse-boule. Le brousse-boule n'est valable que pour les prêts, les créances, qui sont avant et simultanés avec le moment du brousse-boule, mais pas après le brousse-boule. C'est pour cela qu'il faudra absolument mettre une date précise dans le brousse-boule. Maintenant, si quelqu'un a écrit un brousse-boule antidaté, il a fait le brousse-boule au mois de septembre, mais il a mis la date du mois de juillet. Valable ou pas? Valable. Pourquoi? Parce que lui, en faisant une chose pareille, il ne se rend pas service, il rend service aux emprunteurs. C'est-à-dire que tous les prêts qui ont eu lieu entre juillet et septembre, et normalement auraient dû être annulés, tous les prêts auraient dû ne pas être annulés parce qu'il a fait le brousse-boule en septembre. Le fait qu'il met une date antécédente juillet, il fait en quelque sorte que tous ces prêts-là qu'il aurait pu récupérer deviennent irrécupérables. Donc tu veux donner un cadeau à tes emprunteurs, aucun problème. Mais le contraire, si quelqu'un maintenant a écrit un brousse-boule au mois de juillet, il a écrit le brousse-boule au mois de juillet, et il a mis la date au mois de septembre, là c'est pas valable, parce que normalement tous les prêts qu'il y a eu de juillet à la fin de l'année auraient dû être annulés par la fin de l'année, et lui en mettant la date postérieure, septembre, il ment quelque part, faisant que ces prêts ne seront pas annulés. Oui. Est-ce qu'un rave d'une communauté peut faire le... Pour toute la communauté, ouais, on ne peut pas. Tous les membres, de la communauté qui ont fait un prêt à... on ne peut pas faire ça. On peut faire ça. Par contre, c'est une chose importante qu'il faut savoir. Le brousse-boule, c'est le créancier, donc celui qui a prêté, qui le fait. Il en fait un pour tous ses emprunteurs. Quelqu'un qui est directeur d'une banque, eh ben, il a 10 000 clients à qui il prête de l'argent, il fait un brousse-boule. Par contre, un emprunteur qui a pris à 10 banques différentes, d'accord? Alors les 10 banques devront faire un brousse-boule pour ce emprunteur unique. Vous me suivez? En tout cas, chacun qui a des créances, donc qui est prêteur, il doit faire un brousse-boule pour tous ses emprunteurs. Oui. Je ne vois pas comment intérêt de faire le brousse-boule, parce qu'apparemment, quand on va au Bedin et il demande si on a fait un brousse-boule, on peut dire oui ou non. Le prof, il faut vraiment le faire. Parce que même sans brousse-boule, ça marche. Parce que tu ne veux pas être menteur. Donc, si maintenant, toi, tu as menti, et tu as dit j'ai fait un brousse-boule, le Bedin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, toi, l'emprunteur, tu dois 10 000 $ au prêteur, rends-les. Il a fait un brousse-boule. Il les rend. Mais toi, tu n'as pas fait un brousse-boule en vrai. Donc, dans le ciel, on dit, toi, voleur, tu as volé 10 000 $. Maintenant, est-ce que tu veux être voleur, oui ou non? Non. C'est vrai que tu... Alors, Parce que la personne, elle peut pas lui demander... attends, récapitulons. Moshe a prêté de l'argent à Yuda. 10 000 $. Yuda doit 10 000 $ à Moshe. Moshe n'a pas fait de brousse-boule. Après l'année, Moshe vient, après Rosh Hashanah, Moshe vient demander à Yuda, rends-moi les 10 000 $ que tu devais me donner déjà avant Rosh Hashanah. Yuda dit au Bedin, moi je veux bien lui rendre, mais on m'a dit que la Torah dit que quand Rosh Hashanah est passé, la 7e année, alors la dette est annulée. Est-ce que c'est vrai? Bedin dit oui, bien sûr que c'est vrai. Dis-moi Moshe, tu as fait un brousse-boule? Moshe n'a pas fait de brousse-boule. Moshe dit oui, j'ai fait. Il ment. Le Bedin, t'es certain? Oui, je suis certain. Il rement. Le Bedin dit à Yuda, Yuda, tu payes tes 10 000 $ à Moshe. Moshe a menti. Moshe a magouillé. Moshe est un voleur. Moshe ira en enfer parce qu'il a volé. D'accord? Mais le Bedin, la loi dit qu'on doit le croire. Parce qu'il se peut que beaucoup d'autres gens, qui sont des gens honnêtes, ont fait un brousse-boule et dit oui, mais j'ai perdu. Ça arrive, parce qu'il faut le garder 7 ans, 10 ans, 30 ans le type. Moshe, ça fait 30 ans que je cours derrière. 30 ans que je cours derrière. D'accord? Tu crois que je garde le brousse-boule pendant 30 ans et été bouffé par les souris déjà, le brousse-boule. Hein? Il a vraiment volé. J'ai compris qu'il doit... D'après la Torah, il a volé, terminé.
Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un maintenant, il a fait un pouce-boule, il a prêté de l'argent à quelqu'un, alors que la date d'échéance aura lieu avant Rosh Hashanah. Et il ne veut pas que Rosh Hashanah annule la dette. Eh bien c'est très simple, il refait un deuxième pouce-boule. Bon, veille de Rosh Hashanah, on peut faire plusieurs pouce-boules de suite, il n'y a aucun problème. C'est pas que tu as fait un pouce-boule, c'est terminé pour toute la vie, tu ne peux plus en refaire un. Tu peux refaire autant de pouce-boules que tu veux jusqu'à 1 minute avant le coucher du soleil de Rosh Hashanah. Maintenant, je l'ai déjà dit dans le dernier cours, je vous le dis maintenant, on peut même faire un pouce-boule, c'est mieux pas, mais ce n'est pas le choix, on peut faire un pouce-boule de façon orale. La veille de Rosh Hashanah, je vois le soleil maintenant se coucher, je vois, j'ai pas le temps, j'ai prêté à quelqu'un, il ne m'a pas rendu, et la date d'échéance est arrivée, et le pouce-boule, j'ai déjà à 10 jours, il m'a promis qu'il me rendrait, il ne me rend pas, qu'est-ce que je fais? Vous deux, vous êtes témoins, comme quoi je transmets toutes mes créances au Bédine un tel, de façon que je puisse les récupérer quand je veux. Tac, terminé. Sans même par écrit. Le fait d'avoir dit oralement, ça marche. On peut déléguer quelqu'un pour faire un pouce-boule. Ta grand-mère est à Paris, elle ne comprend rien du tout. Maman, ma grand-maman, mamie, il faut faire un pouce-boule. Qu'est-ce que tu dis, mon fils? Il faut faire un pouce-boule. Mais de quoi tu parles, mon fils? Il faut faire un pouce-boule. Bon, alors, dis-moi, mamie, dis-moi que tu me fais déléguer pour faire un pouce-boule. Ok, vas-y, c'est bon, mon chéri, vas-y, fais-moi un pouce-boule. Toi, tu peux aller, voilà, vous prenez deux témoins, vous mettez dans le contrat, je suis délégué pour faire un pouce-boule de la part de mamie. Et mamie m'a dit de vous dire que vous êtes témoin, comme quoi toutes les créances de mamie, elle les transmet au Bédine un tel qu'elle pourra récupérer quand elle veut. D'accord? On peut faire comme ça. Mais par contre, on ne peut pas faire deux délégués. Toi maintenant, ta mamie t'a fait déléguer pour faire le pouce-boule, mais tu n'as pas le temps d'y aller, alors tu vas un copain, tu vas faire un pouce-boule maintenant, sois sympa, fais-le aussi. Je te fais déléguer, moi je suis délégué de mamie, alors mamie m'a fait déléguer, je te fais déléguer du délégué de mamie pour aller faire le pouce-boule. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire deux témoins là-dessus, il faut faire un seul témoin. Oui. Précédemment, vous avez dit qu'on pouvait faire. Tu écriras, hein, il ne faut pas raconter un mensonge. Je ne veux pas dire, on va dire maintenant, toi tu veux faire maintenant, pour Moshe Cohen, ton oncle qui connaît rien, tu veux maintenant faire un pouce-boule. Tu ne peux pas écrire, moi, Moshe Cohen, je témoigne devant vous comme quoi j'ai fait un pouce-boule. Ça ne marche pas. Donc tu dois dire, moi, le neveu de monsieur, moi, David, le neveu de monsieur Cohen, témoin devant vous, comme quoi monsieur Cohen donne toutes ses créances, etc. au Bédine. Tu n'es pas délégué, mais tu veux que c'est toi qui l'as fait. Parce qu'il faut quand même que le contrat, il a une tête de contrat. Il faut que ce soit un minimum honnête, d'accord? Donc il faut mettre, moi je suis ou délégué, ou je le fais pour. Est-ce que les femmes doivent-elles faire un pouce-boule? Réponse, oui. Si la femme, son compte, c'est le compte du mari, d'accord? Alors le mari, ça suffit, ça va là pour toute la famille. Mais si elle a son compte personnel, elle a ses affaires à elle, etc., des choses qui sont hors du domaine du mari, donc elle aussi doit faire un pouce-boule. Si ça l'embête d'aller devant des témoins, qu'elle demande à son mari, soit mon délégué pour faire le pouce-boule. Le mari mettra, je suis délégué de ma femme aussi pour les prêts qu'elle a fait. Encore une fois, même pas c'est un compte personnel, des fois elle prête une patate à une voisine, là aussi il faut faire un pouce-boule, d'accord? Alors si ça vient du compte commun de la maison, la patate, alors ça, c'est en fait le mari qui a prêté, c'est pas la femme qui a prêté. Mais si ça vient de son sac de patates personnel, d'accord? Elle a les patates de toi et les patates de moi, dans ce cas-là, alors elle doit faire un pouce-boule pour ses patates à elle. Qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui a fait un prêt? S'il a plus de bar mitzvah, ben il est considéré comme adulte à tout égard. S'il n'est pas encore bar mitzvah, c'est une discussion dans la halakha. Aujourd'hui, les décisionnaires, c'est pas clair. Donc, si vraiment un enfant a prêté un bonbon à un autre enfant, et il veut qu'il lui rende avant Rosh Hashanah, il ne l'a pas rendu, il faut qu'il fasse un pouce-boule lui aussi. D'accord? C'est mieux vu qu'il y a un doute dans la halakha, donc pour être certain, il fera aussi un pouce-boule. Il est bien pour ne pas oublier complètement la loi de Shmita Ksafim, d'annulation des prêts. Une fois que Hillel a fait le pouce-boule, maintenant il n'y a plus d'annulation. Tu as fait ton pouce-boule, la loi n'est plus, le prêt n'est plus annulé. Mais néanmoins, on aimerait quand même peut-être faire la mitzvah. Il y a une mitzvah des rabbins aujourd'hui, des décrets des rabbins, que en fin de septième année, les prêts s'annulent. Alors il est bien, c'est pas obligatoire, mais il est bien. Après qu'on a écrit le pouce-boule, donc normalement on va l'écrire 29 septembre, donc la veille de Rosh Hashanah, le matin ou à midi ou 2-3 heures d'après-midi, tu écris ton pouce-boule. Après, tu vas prêter à ton voisin juif, ou à quelqu'un chez les Shiva, tu lui prêtes 10 shekels ou une patate, tu lui dis écoute, voilà, je te prête une patate, attention de me la rendre avant Rosh Hashanah, j'en ai besoin de ma patate ce soir, d'accord? Et lui, il comprend de quoi il s'agit, de faire un petit clin d'œil ou sans clin d'œil, et hop, il a oublié, entre guillemets, de te rendre la patate ou le 10 shekels avant Rosh Hashanah. Et il vient après Rosh Hashanah, écoute, j'ai pas eu le temps, avec Rosh Hashanah, j'ai eu tout
travail, comme on dit en français, j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai oublié de te rendre les 10 shekels ou la patate, et il vient à Rosh Hashanah, voilà, je te rends maintenant la patate. Là, il y a une mitzvah de dire, halt, je viens faire maintenant la mitzvah assez des Rabbanan d'annuler les prêts. Et je lui dis, Meshamet Ani, j'annule le prêt, tu ne dois plus rien. J'ai fait la mitzvah, hein? Alors attends, j'ai fait la mitzvah. Et lui va dire, ok, c'est bon, j'accepte, donc je garde, mais moi je te fais un don. Et il me rend, et pas il me rend, il me donne en faisant un don. Et la Gemara raconte que si, dans des cas pareils, où quelqu'un n'a pas fait de brousse-boule, et il a prêté pas une patate, une somme d'argent importante, et il vient rendre maintenant, lui n'était pas au courant, il vient rendre, c'est un type non religieux, et il vient rendre maintenant religieux, écoute voilà, le prêt, je te rends $10 000. Et le type religieux, aïe, j'ai oublié de faire j'ai pas fait de brousse-boule. Il dit, de quoi tu parles? Écoute, je suis désolé, mais je ne peux pas prendre les $10 000, ils sont à toi. Ils sont à moi? Bon, ben, c'est sympa, bye. C'est sympa votre Torah, hein? Alors c'est marqué qu'on doit lui signifier, même difficilement, enfin, il faut que le type, il comprenne que, écoute, t'es bien gentil, mais ça serait quand même utile de me faire un don de $10 000. Ben, en cette fin de cette année, que Dieu annule toutes nos dettes envers lui, et qu'il nous dévoile Mashiach, Amen.